Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'intelligence artificielle avec une vision, et c'est le premier transparent que je vais vous donner. Donc Yvick a déjà raconté certaines choses que je suis. Et l'idée de mettre ça sur ce transparent, c'est de vous dire qu'en fait ma vision de l'intelligence artificielle elle est multiple et elle provient à la fois de recherches académiques que je fais dessus, donc où je fais de la recherche en mathématiques fondamentales, les fondations mathématiques des réseaux de neurones. Et il en manque beaucoup de ces fondations mathématiques, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui marche très très bien, mais de manière empirique, on ne comprend pas pourquoi ça marche si bien dans tel domaine, ça marche moins bien dans tel autre, etc. Donc il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus. Je suis aussi, comme l'a dit Yvick, directeur du bachelor ou bachelier ou licence de mathématiques. Et à ce titre, l'intelligence artificielle nous questionne beaucoup parce que ça révolutionne la manière dont les étudiants apprennent et ils l'utilisent pour beaucoup d'entre eux sans forcément nous le dire, et ça court-circuite un petit peu l'apprentissage. Donc on a beaucoup de réflexions sur la manière finalement, les devoirs qu'on peut leur donner, qui maintenant, si vous leur demandez de faire un mémoire sur telle ou telle chose, par défaut on va penser qu'il a été fait par intelligence artificielle, et donc ça pose problème aussi pour eux, parce que à court terme évidemment ils peuvent penser avoir une bonne note, mais à long terme ils n'auront rien appris, ou en tout cas mal appris. J'ai aussi donc cette boîte que j'ai fondée il y a 3 ans avec Christophe Lai, que certains d'entre vous connaissent puisqu'il a fait sa thèse ici à l'ULB. Et donc ça me donne une vision aussi de l'utilisation de l'intelligence artificielle, pas d'un point de vue technique, mais vraiment d'un point de vue utilisateur, ce qu'on peut en faire vraiment en pratique. Et puis au-dessus de ça, je suis curieux de tout ce qui touche à l'IA depuis quelques années, et de toutes ses implications, à la fois donc scientifiques, mais aussi sociétales, philosophiques, sociologiques, environnementales, enfin tous les sujets qui touchent et tout ce que fait changer l'intelligence artificielle. Alors je voulais commencer, donc le but de cet exposé, c'est de vous montrer que c'est une technologie qui est surpuissante, au sens où elle peut faire plein de choses merveilleuses, mais d'un autre côté, avoir conscience que cette technologie, tout aussi surpuissante qu'elle est, elle a beaucoup de limites, de biais, de risques, il y a beaucoup de choses négatives aussi qu'elle peut amener. Et donc je voudrais qu'on navigue un peu entre ces deux univers. Alors je vais commencer par le positif, je vais beaucoup dire de choses négatives, ce qui ne veut pas dire que je trouve que c'est une technologie négative, mais parce que il me semble que l'aspect positif, chacun peut le trouver en fonction de ce qu'il veut en faire. Si vous avez tel ou tel besoin et que vous trouvez une solution d'intelligence artificielle qui le fait pour vous, vous allez sans doute l'utiliser, et après va peut-être venir se poser la question de savoir est-ce que vous l'utilisez de la bonne manière, est-ce que les résultats qu'on vous donne sont bons, etc. Donc ici on va plutôt réfléchir sur ces aspects-là, parce que c'est une réflexion qui est un peu plus poussée et qui est moins immédiate, et donc en ça elle est peut-être plus intéressante. Mais je commence juste par vous montrer une petite vidéo. J'aime bien commencer mon exposé par cette petite vidéo que je vous mets maintenant, en espérant que ça... Alors, je regarde si ça va marcher, oui. Hop. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle n'est ni un miracle ni une menace absolue. Es ist ein mächtiges Werkzeug, das wir verstehen, hinterfragen und lenken müssen. 我们将一起超越那些流行的词汇，去了解人工智能真正是什么，以及它不是什么。Merci de m'avoir écouté et bon exposé. Voilà, donc comme vous en doutez, je parle ni allemand ni chinois. Bonjour à tous. Et en fait, voilà comment j'ai créé cette vidéo. Donc j'ai utilisé un système d'intelligence artificielle qui s'appelle HeyGen. Bon, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est le système que j'ai utilisé. Donc l'idée, c'est que vous enregistrez une vidéo de vous pendant quelques dizaines de secondes avec un texte qu'on vous demande de lire et qui apprend en fait votre façon de parler, vos mimiques, etc. Donc là, c'est assez statique, le fond. Et après, une fois que vous avez créé votre avatar, eh bien, vous pouvez après le faire parler dans toutes les langues que vous voulez. Donc là, c'est pas complètement parfait parce que je pense que personne n'essaye de faire parler dans plein de langues en même temps. Donc je sais pas si vous avez fait attention, mais à la fin, l'accent français est devenu un petit peu avec un accent chinois. Voilà. Mais en tout cas, ça m'a pris, je dirais 1 heure entre le moment où je me suis dit tiens, je vais créer un avatar de moi pour mon exposé parce que ça va peut-être faire un peu amuser les gens de voir ce qu'on peut faire, et puis le moment où j'ai cette vidéo qui est prête. Donc le message derrière, c'est que c'est devenu très facile de faire des choses qui étaient complètement inaccessibles avant, et là on peut imaginer plein de choses positives avec ça. Par exemple, quand on est enseignant, on peut se dire
bah voilà, on va faire des vidéos de notre cours et puis on va le traduire instantanément en plein de langues. Par exemple, si au Luxembourg, on a des étudiants qui... Donc nous, on enseigne en français dans le bachelor en général, mais on a des étudiants qui, des fois, ont un niveau de français suffisant pour pouvoir être inscrits, mais ont un niveau de français qui n'est pas non plus exceptionnel. Et donc, on pourrait imaginer que pour eux, par exemple, on va leur faire un cours en anglais ou dans leur langue, ou eux-mêmes, d'ailleurs, pourraient choisir la langue dans laquelle ils veulent avoir la vidéo et elle est générée au bout de quelques minutes, etc. Donc tout ça, c'est une technologie qui est possible aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, on peut très bien imaginer quelqu'un qui ferait une vidéo de moi, qui appelle ma mère et qui lui explique que je suis dans une situation compliquée et qu'il faut qu'elle me vire tant et d'argent, etc. Donc on peut imaginer les deux choses. Et donc, voilà. En tout cas, le début de cet exposé, c'est de vous montrer sur un exemple, il y en a des milliers d'autres, mais des choses qu'on peut facilement faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Maintenant, je voudrais... alors, c'est un peu bizarre pour un mathématicien peut-être. En mathématiques, on aime bien définir des objets, et puis ensuite, une fois qu'on a posé une définition, on travaille dessus, on fait des théorèmes, on fait etc. Ici, je voudrais déjà définir, ou en tout cas réfléchir à ce que n'est pas l'IA, et après, on va essayer de comprendre ce que c'est. Alors déjà, pour beaucoup de gens dans le grand public, les gens ont l'impression que l'IA est apparue comme par magie il y a 3 ans, et précisément le 30 novembre 2022, donc c'est une date sans doute qui ne vous parle pas, mais c'est la date de sortie de ChatGPT, la première fois où ChatGPT est arrivé accessible au public, et il y a eu un déploiement massif, ça a été massivement adopté, beaucoup plus que toute autre technologie avant, si on compare avec le taux d'adoption de TikTok, de LinkedIn, de Facebook, etc. ChatGPT a été bien plus rapide, et aujourd'hui c'est utilisé par vraiment beaucoup de monde, et seulement en 3 ans. Sauf que c'est pas apparu comme ça, et que en fait c'est une technologie qui est très ancienne. La différence et le grand coup d'éclat de ChatGPT, ça a été en fait de passer d'une technologie qui était invisible avant, au sens où on l'avait tous dans nos téléphones, on l'avait tous dans nos recommandations, on l'avait tous dans le GPS, etc. Mais on n'avait pas forcément conscience qu'il y avait cette technologie. Aujourd'hui, c'est une technologie qui vous demande ce que vous voulez faire. Si vous avez déjà ouvert ChatGPT, vous avez une première barre un peu comme Google, et ça commence par « Comment puis-je vous aider ?» Donc c'est vous qui êtes devenu acteur maintenant, et c'est vous qui devez demander quelque chose à l'intelligence artificielle, qui va le faire pour vous, il va vous donner un résultat, mais vous ne savez pas si ce résultat finalement il est cohérent avec ce que vous vouliez, etc. Et c'est ça qu'on va un petit peu discuter. Je voudrais aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'intelligence artificielle, notamment dans les médias, certains qui sont présentés comme des experts. Donc ici par exemple on a quelqu'un qui s'appelle Luc Julia, qui est présenté comme le co-créateur ou concepteur de Siri, qui a été récemment auditionné au Sénat français pour expliquer un petit peu aux sénateurs ce qu'est l'intelligence artificielle. Et en fait, vous avez même des gens comme ça qui sont dans les médias qui ne comprennent pas grand-chose au modèle. Donc, par exemple, je vous montre un extrait de sa vidéo où on va voir qu'il mélange... je vais expliquer rapidement comment fonctionne un système d'intelligence artificielle dans quelques minutes. Et on va voir qu'il y a deux ingrédients importants, qui est le nombre de paramètres d'un côté, donc on verra ce que ça veut dire, et les données qui ont servi à entraîner le modèle d'un autre côté. Et là, par exemple, cet expert mélange les deux. Oui, il se trouve que quand on parle par exemple de ChatGPT, on parle de 1200 milliards de paramètres. 1200 milliards de paramètres, ça ne veut rien dire. On ne comprend même pas ce que ça veut dire, 1200 milliards de paramètres. 1200 milliards de paramètres, c'est tout Internet. Le truc, il a bouffé tout Internet. Okay, et donc, il y a tout dedans. Voilà, donc oui, il se trouve que quand on parle, par exemple... Donc, dans cette vidéo, en fait, il confond les deux ingrédients principaux d'un modèle d'intelligence artificielle, qui est d'un côté les données qu'on servi à entraîner, et d'un autre côté le nombre de paramètres, en disant que le nombre de paramètres, c'est tout Internet, qui est une phrase qui veut finalement rien dire. Ensuite, aussi véhiculé par cette personne notamment, et par d'autres, qui pensent que l'IA, ce serait une gigantesque base de données dans laquelle un système irait piocher pour chercher la bonne information. C'est pas ça non plus. L'IA, on dira après plutôt ce que c'est, mais quand vous faites une requête à ChatGPT par exemple, la réponse qu'il vous fournit, elle n'est pas extraite d'un livre ou d'un blog ou d'un Wikipédia ou etc. Elle est reconstruite, et on expliquera comment. Et le fait de comprendre ça fait aussi qu'on comprend quelque part, quand on aura mieux vu comment ça marche, que la réponse qui est faite par une intelligence artificielle, elle peut très bien être complètement incorrecte, mais avoir l'illusion d'être correcte.
Oui. Et si on se dit que ça avait été pris dans une base de données, c'est pas le problème qu'il faudrait nettoyer les bases de données qui ont été utilisées pour ne garder que celles qui font sens, que ce que Wikipédia par exemple arrive très bien à faire. La plupart des informations qui sont sur Wikipédia sont correctes parce que quand elles sont incorrectes, elles sont assez vite repérées par des utilisateurs qui les suppriment, etc. Le système est assez vertueux. Mais l'IA, c'est pas du tout ça. Et donc, c'est pas Google. C'est-à-dire que la plupart des gens l'utilisent comme Google, ce qui d'ailleurs était un peu surprenant pour OpenAI quand ils ont lancé ça, parce que ils pensaient pas du tout que les gens allaient avoir cette utilisation de leur outil. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les gens l'utilisent comme un annexe de Google, c'est-à-dire posent une question, ont une réponse, et à la différence de Google où avant vous pouviez avoir plusieurs dizaines, vingtaines de pages avec des fois des opinions différentes, etc. Quand vous la mettez dans ChatGPT, vous n'avez plus qu'une seule opinion, par exemple. Donc du coup, vous avez la vision un peu de OpenAI de la question que vous avez posée, ou des données qui ont été utilisées pour entraîner, et moins une diversité de solutions qui était un peu ce qu'on était habitué quand on utilisait Google. L'IA, c'est pas non plus Excel. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons que vous utilisez Excel pour faire vos comptes chez vous. Donc, vous avez 2 colonnes. Vous mettez vos entrées, vos salaires, etc. et vos dépenses à chaque fois. Vous gardez vos facturettes de carte bleue et vous faites 2 colonnes. Et à la fin, vous demandez à Excel de vous faire somme et différence des deux pour savoir en fait quel est le montant, quel est votre argent à un instant donné. Quand vous regardez ce que vous a donné Excel, vous êtes sûr à 100% que le montant qui est écrit dans la cellule qui est censé correspondre à ça, il est exact. Vous vous dites pas, bah tiens, il a pu faire une erreur. Alors, pour l'IA, en fait, chaque fois que vous aurez une réponse de l'IA, il y a toujours un doute, et donc c'est vraiment un changement de paradigme à avoir en tête. Chaque fois qu'on va avoir un résultat ou quelque chose qui est donné par une IA, il faut toujours se dire que potentiellement ça peut être faux. Et d'ailleurs, c'est marqué en dessous dans ceux qui utilisent ChatGPT, c'est marqué attention, l'IA peut faire des erreurs, etc. Évidemment, on finit par plus regarder ça, mais il faut toujours l'avoir en tête, et on verra des exemples où je vais vous faire halluciner en direct, c'est-à-dire faire dire quelque chose de faux à une IA, et sans qu'on puisse, si on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, s'en rendre compte. Ok, puis ça c'est un peu plus provocateur. L'IA, ça s'appelle donc intelligence artificielle, et pour autant c'est ni intelligent ni artificiel. Donc on peut se dire que le mot est assez mal choisi au final. Ni intelligent, alors c'est un peu provocateur. L'idée c'est que c'est pas intelligent au sens humain. Oui. C'est-à-dire que bien que les concepteurs d'intelligence artificielle sont allés vers une manière d'interagir avec qui fait qu'on a l'impression qu'on a un être humain qui serait caché dans une machine derrière, puisque la barre de prompt, finalement, on lui parle en langage humain, il nous répond en langage humain, et donc ça donne l'illusion d'une machine qui comprendrait, qui aurait une conscience et qui comprendrait effectivement ce qu'on lui dit et qui est capable de vous donner à la fin un résultat. Donc ni intelligent au sens où, on va voir, elle peut être très mauvaise sur des tâches qui sont très faciles pour un être humain, on va donner des exemples, et au contraire, elle peut être très très douée sur des tâches qui, elles, au contraire, en général, sont difficiles pour des êtres humains. Donc c'est une autre forme d'intelligence, si on veut, mais qui est très très éloignée de l'intelligence humaine. Et puis elle n'est pas artificielle du tout, parce que en fait elle repose, bien qu'on ait l'impression qu'on l'a dans notre téléphone, on communique et tout se passe dans le cloud, un truc un peu abstrait quelque part, elle repose finalement sur des infrastructures très très lourdes, sur des énormes data centers qui dénaturent un peu certains paysages, qui sont placés dans des endroits de la planète, dans des déserts, des choses comme ça, qui utilisent beaucoup d'énergie pour fonctionner, d'électricité, de l'eau pour refroidir. Vous avez tout ce qui est métaux rares pour créer les GPU, qui sont les processeurs qu'on utilise pour faire tous ces calculs, etc. Donc vous avez des infrastructures énormes, les câbles sous-marins qui passent entre les continents pour faire passer les données, les ressources humaines aussi derrière, ce qu'on appelle les travailleurs du clic, tous ces gens qui annotent les données, comme on va voir, qui permettent de faire fonctionner ces choses. Donc finalement, vous avez une infrastructure qui est tout à fait cachée et qui, au fond, peut donner l'illusion que c'est une technologie qui est artificielle, alors qu'elle ne l'est pas du tout dans les faits, et que ça pose même des problèmes au niveau environnementaux, parce que la consommation électrique, par exemple, qui est derrière, à la vitesse où ça va bientôt dépasser annuellement, par exemple, la consommation électrique d'un pays comme le Japon. Oui. Alors, mais l'IA, du coup, c'est quoi? Alors, on ne peut pas définir cet objet, on ne peut pas définir ça d'un point de vue comme on définirait mathématiquement, par une unique définition sur laquelle on travaille.
mais l'idée, un peu le consensus, c'est que c'est la capacité d'un système à accomplir des tâches qui normalement utiliseraient de l'intelligence humaine, donc ça, comme la reconnaissance de forme, prise de décision, apprentissage, etc., etc. Alors ça reste un peu vague, mais avant de vous donner un peu plus de détails là-dessus, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'histoire de l'IA, parce que je vous ai dit que c'était une technologie qui avait 70 ans. Donc, je ne vais pas vous donner beaucoup de diapos sur ça, mais juste pour qu'on comprenne quelques jalons historiques de l'IA. Donc tout le monde s'accorde plus ou moins pour dire que l'IA, elle a commencé avec Alan Turing dans les années 50, quand il a inventé ce qu'on appelle le test de Turing aujourd'hui, un test pour évaluer si une machine pouvait se faire passer pour humaine dans une conversation. Oui, donc à l'époque, on essayait de construire des machines qui simuleraient du langage et qui seraient capables de répondre à des requêtes. Donc au début, comme on peut imaginer, qui était très simple, et puis petit à petit, les choses se sont améliorées. Le mot intelligence artificielle, qui était pensé comme un terme un peu neutre pour faire pour cette idée de faire penser une machine, il vient d'une conférence qui est célèbre maintenant, la conférence de Dartmouth en 1956, auquel participaient quelques noms ici, bon, vous ne devez sans doute pas forcément connaître, mais peut-être Claude Shannon, qui est quand même assez connu, et c'est la première fois que ce terme a été utilisé, introduit, et l'idée c'était d'en faire un terme un peu fourre-tout. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de définition précise de ce que ça veut dire, c'était un terme un peu, pas pour faire le buzz, mais pour avoir facilement après des financements, pour faire des projets, etc., parce que ça sonnait bien et parce qu'on pouvait un peu y mettre ce qu'on voulait. Ensuite, vous avez donc quelques années après, consécutivement à cette conférence, vous avez eu l'idée d'essayer de simuler l'intelligence humaine par des si alors, comme on faisait en informatique à l'époque, c'est-à-dire qu'on essaye de coder explicitement les connaissances et les règles de raisonnement. Oui. On prend un problème et on essaye de le décortiquer comme un arbre de décision gigantesque, où s'il se passe ça, alors on fait ça, sinon on fait ça, etc. Et petit à petit, on a l'impression que comme ça, on a réussi à coder l'intelligence, et ceux qui savent un peu faire du code informatique, c'est exactement ce qu'on fait quand on fait du code informatique. On définit des variables, etc. Et à un moment, on dit, bah, s'il se passe ça, on fait ça, etc. Jusqu'à arriver à un but qu'on s'était donné au départ. Le problème de cette approche, c'est que assez vite, quand on a des problèmes complexes, et on va en voir quelques-uns, ça devient compliqué, même pour nous, de savoir comment arriver à décortiquer par un si alors le problème qu'on essaye de regarder. Donc je donnerai dans quelques minutes un exemple de ce que j'entends par là. Puis dans les années 80, les réseaux neuronaux refont surface, parce qu'en fait ils avaient été introduits même avant, dans les années 50, comme un modèle un peu mathématique. Et dans les années 80, on découvre un algorithme qui s'appelle l'algorithme de rétropropagation, qui finalement permet d'avoir la technologie mathématique qui permet à ces réseaux de neurones d'apprendre. Donc encore une fois, on va revenir un peu là-dessus plus tard, mais là, d'un point de vue historique, on est dans les années 80. Sauf que là, le problème, c'est que la puissance de calcul n'est pas suffisante pour faire des choses compliquées, et surtout, on n'a pas de données. Oui. Donc, bon, on a un objet théorique, mais qui n'a encore pas l'essence, le fuel pour le faire marcher. Autour des années 2000, donc là, on commence à se rapprocher un peu plus de nos ères, on commence à avoir l'ère dit du big data, où on commence à avoir des données sur tout et n'importe quoi qu'on collecte. Et puis surtout, on a quelques succès ciblés. Donc on a des IA qu'on pourrait appeler verticales, c'est-à-dire que ChatGPT, c'est une IA horizontale, elle sait tout faire, mais rien de manière exceptionnellement précise, mais elle est versatile, elle sait à peu près faire tout. Les IA à l'époque, elles étaient verticales au sens où on entraînait une IA à une tâche très 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 spécifique, c'est-à-dire qu'elle devenait très bonne sur la tâche qu'on lui avait donnée, mais si on lui donnait à quelque chose d'autre, il n'y avait aucune raison que ça marche bien. Donc là, vous avez des IA comme DeepMind, par exemple, qui bat le champion du monde des échecs à l'époque, Kasparov. Pour la première fois, une machine arrive à battre un champion d'échecs. Vous avez les premières voitures autonomes qui commencent à rouler dans le désert, et puis vous avez Internet qui commence à prendre de l'ampleur, et on commence à numériser en masse. Donc on commence à avoir en fait l'infrastructure qui va permettre petit à petit de faire apprendre à nos IA. Ensuite, vous avez 10 ans plus tard la révolution du deep learning, notamment en 2012, quand vous avez une architecture de réseau de neurones donc, qui s'appelle AlexNet, qui pulvérise les records de reconnaissance d'images, qui était à l'époque la chose sur laquelle les gens s'excitaient beaucoup, arriver
à reconnaître sur une image que c'est un chien, un chat, que c'est ceci, cela, etc. avec toutes les implications qu'on peut imaginer. Et puis il y a aussi la reconnaissance vocale qui commence à grandir. Et enfin, il y a le jeu de Go aussi. On commence à battre les meilleurs champions du jeu de Go, qui est un jeu comme le jeu des échecs, mais beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus de complexité, et donc qui résistait encore dans les années 2000. Et puis enfin, donc année 2020, au sens large, donc on commence à avoir l'essor de ce qu'on appelle les IA génératives, et surtout la diffusion massive, c'est-à-dire que c'est une technologie qui sort du laboratoire et qui commence à rentrer dans les mains de tout le monde, avec tous les usages qu'on peut aujourd'hui avoir, et des usages des fois qui sont qui n'avaient pas été imaginés, parce que l'humain a beaucoup d'imagination pour utiliser ça de plein de manières, et quand vous mettez une technologie accessible à toute la planète, il en ressort évidemment tout un tas de choses. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens l'utilisent pour générer du texte, des images, de la vidéo, de la musique, du code, etc. etc. Alors, j'ai ici utilisé à un moment, donc dans les années 60 versus après les réseaux de neurones, j'ai mis l'un contre l'autre, disons, ce qu'on appelle l'approche symbolique, qui était la programmation, on va appeler classique à l'époque, et l'apprentissage automatisé, ou machine learning en anglais. Et on va essayer de comprendre la différence entre les deux, parce que autant la première, on la comprend facilement, autant la deuxième, on voit que c'est pas quelque chose qui forcément est facile à comprendre par tout le monde, et même des experts, comme je vous montrais tout à l'heure, n'ont pas forcément eux-mêmes bien compris comment ça marche. La première, c'est, imaginons que vous voulez calculer la moyenne des notes, vous êtes enseignant, vous avez des notes de vos élèves et vous voulez calculer leur moyenne. Oui. Ça, c'est ce problème que vous avez, vous pouvez coder facilement par des règles logiques. Vous allez commencer à faire la somme de toutes les notes, donc c'est la première étape de votre calcul. Ensuite, vous allez regarder aussi séparément combien vous avez d'élèves, deuxième étape du calcul, puis ensuite vous allez faire la division des deux. Oui, donc en quelques étapes, voilà, vous avez trouvé une formule pour calculer la moyenne, qu'en fait vous allez décomposer la formule mathématique dans un langage pour pouvoir le faire. Alors en général, personne ne fait ça, on a la touche sur la calculette ou sur Excel qui le fait directement, mais si on essayait de le faire nous-mêmes, c'est ça que ça donnerait. Donc en gros, on a des données qui sont les notes des étudiants. On a une règle qui est de faire cette somme, le nombre, calculer combien on a d'étudiants et de faire la division. Et ça nous donne le résultat qui est ce qui est la réponse. Donc en entrée, on donne les notes. En sortie, on a la réponse. Et à l'intérieur, on a une boîte qui fait ces calculs qu'on peut comprendre pas à pas ce qui s'est fait, etc. Le machine learning, c'est différent. C'est on va donner les données. Donc on va donner les notes. Mais on ne va pas donner seulement les notes de nos élèves, on va donner par exemple les notes des 10 dernières années de toutes les classes qu'on a pu avoir, etc. Et pour chacune de ces notes, on va donner la moyenne correspondante, juste comme information, et on va laisser la machine trouver elle-même la règle qui nous a permis de passer des notes à la moyenne. Oui, donc c'est un changement un peu de philosophie. On donne les données, on donne ce qu'on attend, et le but de l'apprentissage automatisé, c'est que la machine va être capable elle-même de trouver la règle. Alors, pour un problème comme ça, c'est assez simple, a priori. Regardons maintenant un problème d'image. Donc, imaginons qu'on ait des chiffres comme ça écrits de manière manuscrite. Donc là, j'ai donné un échantillon, je vais revenir dessus, c'est ce qu'on appelle la base de données NIST. Imaginons donc qu'on ait ces chiffres écrits de manière manuscrite et qu'on essaie d'entraîner une machine qui serait capable de me reconnaître si c'est un 6, un 7, un 0, un 9, un 3 sans qu'on lui ait dit à l'avance. Oui. Donc, par exemple, le système qui est utilisé quand vous mettez votre chèque dans le guichet automatique et qu'il est capable lui-même de reconnaître le montant sans que vous l'ayez tapé et qui vous demande juste de confirmer. Oui. Ça repose sur cette technologie. Donc comment faire ? C'est quoi nos données au départ ? Les données, ça va être des images, comme celles données ici, et en dessous la vraie valeur, donc 6, 7, 0, 9, 3, etc. Donc on lui donne l'image, on lui donne la réponse, et on lui dit débrouille-toi, maintenant trouve-moi la règle qui permet, quand je te donne une image, qui n'est plus forcément une de celles-là, de me trouver le chiffre qui correspond. Alors si on regardait l'approche symbolique, si on devait faire de l'approche symbolique, peut-être on pourrait trouver nous-mêmes quelque chose qui nous paraîtrait, c'est un peu long, un peu pénible, mais on pourrait se dire, un 6, il faut déjà regarder si ceci, cela, un 0, il faut regarder ça, un 8, etc. Il faut essayer de trouver des règles nous-mêmes qui nous permettraient finalement de discriminer. Donc sur un problème comme ça, peut-être qu'on s'en sortirait, mais sur le problème suivant qui est la différence entre un muffin et un chihuahua, je vous mets au défi de trouver les règles
permettre d'expliquer à quelqu'un comment on fait la différence entre un muffin et un chihuahua. Et d'un autre côté, vous ne ferez aucune erreur. Si je vous demandais à chaque fois de me dire si c'est un muffin ou un chihuahua, vous ne savez pas en fait ce qui se passe dans votre cerveau qui fait que tout de suite, vous voyez ce que c'est un, alors que finalement, les photos sont très très proches. Donc le machine learning, c'est un peu ça. On va donner pour chacune des images, c'est un muffin, c'est un chihuahua, c'est un muffin, etc. On va lui en donner suffisamment et lui, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, il va trouver une manière lui-même de se dépatouiller avec ça et d'arriver à construire un système. Alors, ce que je voulais faire, je vais voir si j'ai le temps, mais bon, on peut se dire que oui, peut-être. Je voulais vous montrer maintenant, donc ça c'est un peu du blabla qu'on a vu jusque-là, mais que c'est vraiment des choses qu'on peut faire facilement chez soi. Donc, si on reprend l'exemple de l'apprentissage automatisé des chiffres manuscrits, donc on a ces chiffres-là, avec les bonnes étiquettes, en fait on a une base de données avec 60 000 images. Donc on a une base de données qu'on peut facilement télécharger sur Internet, qui s'appelle la base MNIST, qui donne 60 000 images, et à chaque fois qui dit si cette image c'est un 5, un 6, un 7, un 1, etc. Et donc ça peut être notre manière de construire un réseau de neurones, les données nécessaires pour un apprentissage automatique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une image? Vous savez qu'un ordinateur, il ne voit pas au sens où on voit nous avec notre œil. Un ordinateur, il transforme tout en nombres, et avec ces nombres, il peut faire des opérations. Il peut les ajouter, les multiplier, etc. Des opérations classiques. Donc par exemple, quand nous on voit un 8, lui, il voit ce qui est écrit là, c'est-à-dire une matrice avec des nombres ici entre 0 et 255, parce que j'ai pris une image en niveau de gris, et donc ça pourrait être ce qu'on va lui donner en entrée. Donc il peut faire toutes les opérations qu'il veut sur ces nombres-là, 246, 255, 210, 0, 0, etc. Et avec ça, donc il a donc 784 données en entrée. Donc si on mettait tous ces numéros à la suite, ça nous ferait ce qu'on appelle un vecteur, un grand vecteur qui serait de dimension 784, avec 784 paramètres. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est lui donner ce vecteur en entrée, n'importe lequel de ce type-là, et qu'en sortie, il nous réponde si c'est un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7 ou un 8 ou un 9. Et donc pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle un réseau de neurones. Donc un réseau de neurones, c'est quoi? C'est quelque chose comme ça, où en entrée, vous mettez la première couche, c'est le vecteur de taille 784 que vous lui donnez. En couche de sortie, il va y avoir 10 neurones qui vont correspondre chacun à la probabilité que ce soit un 0, la première valeur, la probabilité que ce soit un 1, un 2, un 3, etc. Et à la fin, on prendra celui qui est le plus probable. Et puis, à chaque couche, en fait, ce que peut faire le réseau de neurones, c'est des opérations algébriques, essentiellement sur la couche d'avant. Et donc, chaque neurone, dans les couches cachées, donc ce qu'on appelle les couches cachées, c'est celles qui sont en dehors de l'entrée et de la sortie, donc ici les 3 couches qui sont là, chaque couche comporte des paramètres, et ces paramètres, le réseau, il va les apprendre en utilisant des maths, pour arriver à ce qu'à la fin, on ait construit une fonction qui, quand il a choisi les bons paramètres, il est capable, quand on lui donne une image, de donner avec un bon pourcentage de cas la sortie. Alors c'est un peu vague comme ça, donc je vais vous faire une vraie simulation où on va carrément le construire. Alors si ça veut bien. Voilà. Donc je vous explique que c'est... Ah non, vous ne voyez pas, pardon. Pourquoi vous ne voyez pas? Parce qu'il faut que j'arrête ça. Et là, vous voyez. Donc ce que je vous montre, c'est du Python, donc qui est un langage de programmation qui est bien adapté pour ce que je veux faire. Donc là, je lui fais télécharger la base MNIST, donc les 60 000 images qui me servent à lui faire reconnaître. Donc par exemple, je vous redonne l'exemple là du 8, si je mettais une autre, par exemple la 12e image, ce serait un 3, voilà, et concrètement, ça ressemble à ça. Ensuite, donc là, oui, je vous donne un autre échantillon. Ensuite, on va construire un modèle. Donc là, c'est un modèle de réseau de neurones et je lui donne l'architecture. Donc je vais donner, je vais faire juste un petit changement là, je vais lui donner une architecture un peu moins grande. Au début, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, ici, ce qu'il faut juste voir, c'est l'architecture que j'ai donnée, et le nombre de paramètres que je peux entraîner, c'est 25 000. Donc j'ai 25 000 paramètres à paramétrer, et qu'on va appeler la taille du modèle. Donc même si vous ne comprenez pas tout exactement ce que je raconte, juste retenez quelques termes, nombre de paramètres, taille, etc., parce que ça va me servir pour la discussion après. Maintenant, on va entraîner notre modèle. Donc là, il est en train de
c'est la phase d'entraînement. Il est en train de chercher les valeurs des paramètres qui vont répondre au problème que je vais donner, à savoir d'être capable de, si je lui donne une image, de me dire si c'est un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 ou un 5. Vous voyez que c'est pas très long, parce que le problème est simple, mais les données elles sont simples, j'en ai que 60 000. Donc pour un ordinateur, c'est pas énorme. Et maintenant, je vais regarder la précision. Donc là, le modèle que j'ai construit, il est précis à 96%. C'est-à-dire que quand je lui donne des images, même qu'il n'a jamais vues, il est capable, dans 96% des cas, de me redonner la bonne étiquette. Et donc, pour être plus précis et plus visuel peut-être, regardons par exemple ce qu'il donne sur quelques images qui n'ont pas été utilisées pour faire son entraînement. Donc par exemple, la première, il est 99% sûr que c'est un 4. Il hésite avec un 9. On voit la toute petite barre 9, mais que pour 1%. Bon, on peut regarder toutes celles-là. Ce qui est intéressant, c'est la première de la deuxième ligne, qui est un 5. Et là, il la voit, lui, comme un 6. C'est-à-dire que dans 63% des cas, il a pensé que c'était un 6. Il hésite aussi avec un 2. Bon, on ne voit pas trop pourquoi. Un 8, peut-être parce que si on refermait la boucle, ce serait un 8. Un 5, qui est la bonne réponse, mais pour lui, c'est plutôt un 6. Donc vous voyez, là, il s'est trompé. Oui, mais après, même nous, je veux dire, si on regarde ça rapidement, on pourrait très bien hésiter entre un 6 et un 5, finalement se dire non, c'est un 5. En tout cas, ça a été étiqueté comme étant un 5. Et maintenant, je vais faire une toute petite chose, je vais revenir en arrière, et je vais augmenter la taille de mon modèle, donc lui donner plus de paramètres, donc une complexité plus importante. Donc là, maintenant, il a 101 000 paramètres, donc il en a 4 fois plus que tout à l'heure. Et on va voir si, en ayant changé ça, ça suffit. Donc c'est un peu plus long du coup à entraîner. Ça va prendre une dizaine de secondes parce que il y a 4 fois plus de paramètres. Et on espère que cette architecture un peu différente que j'ai prise, plus grosse, va permettre par exemple cette fois-ci le fait qu'il arrive à reconnaître que mon truc qui ressemblait à un 5 ou un 6, cette fois-ci il a la bonne réponse. Alors on va voir si ça marche. Et après l'idée, et ça c'est très empirique, c'est ce que je disais au début, il n'y a pas de fondation mathématique là-dessus vraiment, qui est qu'on se dit tiens, si on met une architecture plus compliquée, sans doute la précision va s'améliorer. Ce qu'on voit ici, c'est 97,7. Vous voyez qu'on a multiplié par 4 la taille des paramètres, on a augmenté d'un chouïa la précision. On était à 96, on est passé à 97,7. Mais évidemment, plus on se rapproche de 100%, plus ça devient compliqué de gagner des pourcents. Mais on voit aussi que la course un peu à la... Et là voilà, ça marche super. Maintenant, il est même 100% sûr que c'est un 5. Donc vous voyez ce qui s'est passé, on a réussi en agrandissant la taille, en mettant plus de paramètres, on a réussi à avoir un système qui était finalement plus fiable. Voilà, je reviens à mon diaporama. Comment je faisais pour mettre plein écran là, affichage. Hop. Non. Voilà, et du coup je voulais vous montrer cette simulation parce que ça me donne l'occasion de qu'on se pose des questions sur déjà par exemple comment l'IA a-t-elle appris. Donc on voit que pour avoir pu créer mon système de reconnaissance de chiffres manuscrits que j'ai fait devant vous, il a fallu lui donner une architecture que j'ai un peu prise au pif, hein. Le nombre de couches que j'ai mis c'était un peu au hasard, le nombre de neurones par couche c'était un peu au hasard, mais surtout il a fallu lui donner des données. Et il en a eu besoin de 60 000. Oui, donc 60 000, c'est beaucoup, a priori, pour le problème qu'on lui donne. Et avec une petite architecture, 60 000 données, ça n'a pas été très probant parce qu'on a trouvé facilement des images qui étaient ratées. Maintenant, si on compare, imaginons vous avez un petit enfant, un enfant qui a, je sais pas, 3, 4, 5 ans, et vous voulez lui apprendre la différence entre un chat et un chien, oui, ou entre même un 0, un 1, un 2. Est-ce que vous pensez que vous devez lui donner 60 000 images pour qu'il arrive à faire ça? Bon, déjà, le pauvre, j'aimerais pas être à sa place, mais on voit ici que c'est très puissant, l'IA, mais ça nécessite des ressources qui sont gigantesques et bien plus grandes que ce qu'on a besoin, en fait, en réalité, nous, en tant qu'êtres humains, qui est en fait une IA bien plus, qui n'est pas une IA, une HA, une intelligence humaine, une IH, qui a besoin de bien moins de données pour arriver à apprendre. Donc il manque beaucoup de choses en fait aux IA actuelles pour arriver à nous surpasser.
Une autre question, pourquoi la précision s'est-elle améliorée en augmentant le nombre de paramètres? Alors ça peut vous paraître évident, mais en fait ça l'est pas du tout, parce que ça va contre l'intuition de quelque chose qui est très connu en statistique plus classique, qui est le problème de overfitting. Et donc là j'essaye de faire une illustration. Donc imaginons par exemple qu'on cherche un modèle où on a des points que j'ai mis rond bleu pour dire qu'ils sont d'une catégorie, et d'autres points qui sont ici des carrés rouges d'une autre catégorie. Et on cherche une règle qui nous permet, à partir de ces données, d'arriver à discriminer un point bleu d'un point rouge. Ce qui fait que, dans une prévision, si un jour on a un point nouveau qui apparaît, on soit capable de dire plutôt s'il appartient, si ça devrait plutôt être un carré rouge ou un point bleu. Ici, c'est un exemple de underfitting où on essaye de trouver une séparation qui est linéaire pour un problème qui visuellement n'a pas l'air très linéaire. Donc là, on a un modèle avec deux paramètres. Pour faire une droite en dimension 2, c'est de la forme y égale à x plus 2. Vous avez seulement deux paramètres. Deux paramètres ne sont pas suffisants pour arriver à discriminer dans ce nuage de points les points bleus des points rouges. Si maintenant vous autorisez des courbes plus compliquées, par exemple une courbe polynomiale, ou ici, je ne sais même pas ce qu'on peut dire que c'est comme forme, bon, un cercle ou quelque chose comme ça, une ellipse, vous avez besoin d'un peu plus de paramètres, et là vous trouvez quelque chose qui n'est pas très mauvais, vous avez juste ces deux points-là qui sont un peu bizarres, mais qui n'ont pas l'air de casser trop votre chose, ou vous auriez pu trouver un autre système qui passait un peu plus par là, vous auriez trouvé forcément quelque chose qui n'était pas toujours la même chose, mais en tout cas vous auriez un modèle qui vous paraît généralisable, au sens où si vous mettez un autre point, avec une bonne précision, s'il tombe par là, on va considérer que c'est un carré rouge, alors que s'il tombe par là, c'est plutôt un rond. Maintenant, si vous mettez beaucoup de paramètres, donc beaucoup plus de paramètres, et bien vous vous retrouvez avec la possibilité d'avoir une frontière qui prend une forme très complexe. Et donc ce qu'elle va faire, c'est qu'en fait, elle va vraiment prendre tous les points rouges, aller détourer les points bleus, etc. Donc ce sera possible. Donc sur votre échantillon, elle sera 100% parfaite. Maintenant, si je vous mets un point en par exemple ici, et que je vous avais pas mis de frontière, vous auriez plutôt tendance à me dire que ça devrait être un carré rouge, puisqu'il est du côté des carrés rouges, alors que là, il va me dire que c'est plutôt un rond. Donc de mettre trop de paramètres, en général, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon quand on est statisticien. Et là, on ne sait pas trop pourquoi pour les réseaux de neurones, c'est toujours parce qu'on n'a pas de fondation mathématique derrière, enfin pas beaucoup de fondation mathématique derrière. Il se trouve que pour les réseaux de neurones, on n'a pas ce phénomène de overfitting, et que pour l'instant, c'est un phénomène qui n'est toujours pas compris. Alors ensuite, autre question, donc on a vu que dans ma base de données, j'avais 60 000 images avec des 0, des 1, des 2, et qui a noté ça? Alors, on peut imaginer que pour la base de données MNIST, c'était un stagiaire, donc ça vient d'un MNIST, il y a Yann Lequin, qui est peut-être un nom que vous connaissez, qui est un nom qui est très célèbre dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc on peut imaginer que c'était un étudiant de Yann Lequin, ou plusieurs étudiants de Yann Lequin qui se sont amusés à étiqueter tous ces 0 et ces 1 pour faire quelque chose de manière académique. Par contre, quand vous voulez par exemple entraîner une voiture autonome et qu'elle est capable de reconnaître si le feu est rouge, s'il y a un piéton, s'il y a un passage piéton, etc. Et là vous avez des gens qu'on appelle des travailleurs du clic qui sont payés une misère et qui voient toute la journée passer des images et qui doivent décrire un peu ce qu'il y a dessus pour qu'à la fin on puisse entraîner une machine. Oui, donc quelque part, cette machine qui est censée être au service de l'homme, elle a servi aussi pas mal de certaines parties de la population qui est payée une misère pour faire ce travail fastidieux mais nécessaire pour faire tourner ces machines. Quelques ordres de grandeur aussi, donc on a parlé de nombre de paramètres tout à l'heure, vous avez vu que je parlais de 100 000 paramètres, ce qui pouvait paraître beaucoup, et puis on avait des données qui étaient 60 000 images pour entraîner mon IA. Par exemple pour GPT 3.5, enfin GPT 3 même, parce qu'après, donc GPT 3 ça a été introduit par ChatGPT par la boîte qui s'appelle OpenAI, qui s'appelle OpenAI parce que c'était open source au début et c'était un peu la promesse de cette chose-là qui devrait maintenant s'appeler Close AI parce qu'on ne sait plus trop ce qu'ils font. Mais en tout cas à l'époque où c'était encore documenté, on sait que le volume de données pour GPT-3 c'était 45 téraoctets de données texte pour l'entraînement et que il y avait, je crois que c'est 175 milliards de paramètres. Et donc ça vous donne un ordre de grandeur et le temps qu'il a fallu pour entraîner. Ça a pris 3 semaines pour faire l'entraînement des premiers modèles de GPT-3.
Et donc ça veut dire aussi qu'il fallait, pour entraîner, ça a coûté énormément d'argent, soit en investissement, en électricité, etc. Et cette boîte n'est toujours pas rentable à ce jour. Donc c'est une technologie qui est très utile, très intéressante a priori, mais qui n'a toujours pas trouvé son marché et son utilité. Et toutes ces boîtes reposent sur la promesse qu'un jour, ça va dominer le monde, ça va être la technologie qui va être dans les robots humanoïdes qui vont faire le ménage à notre place, la vaisselle à notre place, que tout le monde va vouloir acheter à un moment. Mais pour l'instant, comme un peu au début d'Amazon, Amazon a mis beaucoup de temps à être rentable. Donc aujourd'hui, OpenAI n'est pas coté en bourse, mais vaut 500 milliards de dollars, ce qui fait la boîte la plus chère non cotée en bourse à l'heure actuelle. Nvidia, qui construit les puces qui sont derrière toutes ces technologies, c'est la boîte la plus, qui a la plus de valeur au monde. Enfin voilà, donc toutes ces technologies, bien qu'on n'a pas trouvé de marché encore et qu'on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, et bien il y a une ébullition et il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dessus. Question, donc l'IA est-elle intelligente? Donc on s'est déjà persuadé qu'il fallait beaucoup de données pour arriver à faire quelque chose qui était finalement assez simple pour un être humain. Et maintenant je voudrais faire une ou deux expériences pour vous montrer que des fois elle peut aussi être un peu surprenante. Donc imaginons qu'on lui demande de compter le nombre de L dans cette phrase. Lily, la libellule qui lorgne les lundis sur la lune. Bon, je prends une phrase où il y avait beaucoup de L. Et, alors, je ne vais pas le faire avec ChatGPT, je vous expliquerai après pourquoi. Je vais le faire avec Gamma 3. Donc, comme tout à l'heure, il faut que je coupe le... alors, excusez-moi, il faut que je coupe ça. Arrêtez. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran. Donc, je pose le micro juste pour écrire. Alors, je vais même avoir... Alors, c'est pas écrit très gros. Est-ce que je peux zoomer? Donc, lui, il en a compté 6. Voilà, donc je pense que vous pouvez compter assez vite. Je ne sais pas combien il y en a, mais plutôt de l'ordre de 12 ou 13. Donc 2 secondes, je suis fier de lui, il a mis 2 secondes pour trouver qu'il y avait 6 lettres. Alors ça, c'est une expérience qu'on ne peut plus faire avec ChatGPT aujourd'hui, mais qui est symptomatique en fait de ce qu'est un modèle de langage. Donc, et des usages qui ont été faits par les gens sur un modèle de langage. Donc on va revenir un peu après sur ce qu'est un modèle de langage, mais ici en fait j'essaye de faire des maths à un modèle de langage. Et en fait ce que fait un modèle de langage, c'est pas compter le nombre de fois qu'il y a la lettre L, c'est juste dans la base de données qui a servi à son entraînement, il y avait un certain nombre de fois où la phrase, où il y avait les mots ensemble, phrase, compte, lettre L, etc. Et pour beaucoup d'entre eux, il y avait le numéro 6, ou le numéro 5, ou le numéro 7. Et en fait, ce que fait l'IA, c'est qu'elle ne comprend pas du tout ce qu'elle est en train de dire. Elle essaie de trouver une phrase qui est grammatiquement correcte et qui fait sens avec, qui se lit bien, etc. Mais qui n'a pas finalement de compréhension de ce qu'elle est en train d'écrire. Alors, on reviendra sur ça après, et je vous dirai aussi pourquoi je ne peux pas utiliser ChatGPT pour faire ça, parce que ça ne marche plus. Enfin, ça donne la bonne réponse. Alors, faisons une autre expérience dans le même esprit. Hop, je reviens ici. One. Donc là, je lui demande de me résumer un livre, mon livre, qui s'appelle, avec le titre quand même qui est bien choisi, Critique de la pensée rationnelle hyperbolique d'Ivenhoff. Donc on est d'accord, c'est un titre qui ne veut rien dire, qui donne l'illusion de quelque chose qui peut potentiellement vouloir dire quelque chose. J'ai jamais écrit ce livre, je vois. C'est pas celui que je mets en vente à la fin de l'exposé. Mais voilà, il peut quand même me dire que j'ai écrit, c'est un ouvrage dense et complexe qui propose une critique radicale de la pensée occidentale moderne, en particulier de son approche de la rationalité. Argumente que la pensée est dominée par une forme, bon bref, ça veut rien dire, on est d'accord. Voilà, et ça, c'est l'essentiel d'un modèle de langage, c'est ça, c'est de vous donner un texte et de le construire en rajoutant à chaque étape du texte un mot qui est le mot le plus probable. Comme si je vous dis la capitale de la France est, le plus probable qui soit derrière, c'est Paris. Vous pouvez faire
Évidemment, il y a des phrases, des fois, il était une fois, etc. On peut imaginer plusieurs suites possibles, mais l'idée, c'est de construire comme ça, brique par brique, petit à petit, des mots les plus probables. Donc c'était ça au début, les LLM. ChatGPT 3.5, c'est ça, maintenant on n'y a plus accès, et petit à petit on a rajouté des choses qui font que maintenant, par exemple, quand vous lui posez une question qui ressemble à des maths, comme combien il y a de nombre de L dans la phrase, en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser Python pour faire ça. Il comprend que c'est un calcul de maths, donc dedans on lui demande de comprendre que c'est un calcul de maths, et quand c'est un calcul de maths, il va plutôt aller vers chercher à le faire faire par Python, qui lui ne va pas se tromper. Oui. Mais il comprend que c'est un calcul de maths parce que cette expérience a été faite beaucoup, et que OpenAI a compris qu'il arrête d'avoir l'air idiot avec ça, et qu'il fallait qu'il résolve le problème. Mais si vous lui faites faire un truc qu'il n'a jamais vu, ou un usage qui n'a pas été fait massivement, vous pouvez très bien tomber sur quelque chose qui ne va pas très très bien. Alors, hop, voilà. Ah, ça m'a repris depuis le début, pardon. Donc maintenant, question, pourquoi ces hallucinations se produisent-elles? Eh bien parce qu'en fait, un LLM est différent de Excel, comme vous avez vu dans le modèle que j'ai appris. L'idée, c'est que vous lui donnez une entrée, il va vous fournir une sortie qui est pour lui la plus probable. Mais la plus probable, ça ne veut pas dire qu'il comprend ce qu'il écrit, ça veut dire qu'il vous donne quelque chose qui va dans le sens de ce que vous lui avez demandé. Et donc aujourd'hui, les technologies évoluent et on ne sait même plus trop ce qui est fait derrière pour que ça évolue de cette manière. Mais on a toujours cette chose-là qui est par nature qu'un réseau de neurones ne pourra jamais vous fournir quelque chose de 100% fiable, parce que par nature, l'idée d'un réseau de neurones, c'est de vous fournir quelque chose qui a la plus grande vraisemblance statistique et non pas la réalité des faits. Donc c'est ce que j'explique là. Le critère d'entraînement des modèles de langage, c'est la vraisemblance statistique. Donc quand on l'entraîne, on va lui taper sur les doigts s'il n'est pas proche de ce qu'on lui a donné comme données. Et taper sur les doigts, ça veut dire aller regarder, aller comparer ce qu'il était censé dire avec ce qu'il a vraiment dit, et lui dire là tu t'es trompé, donc change tes paramètres pour ne plus trop te tromper sur cet exemple, puis revenir en arrière, c'est la rétropropagation, etc. Donc c'est toute une boucle qui est l'entraînement qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui a duré une dizaine de secondes, et le critère qu'on lui demande, c'est ça, la vraisemblance statistique, mais c'est pas la vérité factuelle. Et aussi vous remarquerez qu'une IA ne vous dira jamais je ne sais pas. Parce qu'en fait, elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Donc elle ne peut pas vous dire qu'elle ne sait pas. Elle n'a pas conscience de ce qu'elle raconte. Elle, ce qu'elle cherche à faire, c'est de trouver une réponse plausible. Alors, par exemple, refaisons une petite expérience. Alors, je vais encore mettre up. Et je voudrais demander quelle est la capitale. Bon, je vais le créer. Quelle est la capitale de la Belgique? Bon, voilà, évidemment, il me répond Bruxelles, merci. Et maintenant, je vais lui mettre ceci. Je vais lui dire, tu as tort, ma femme me dit que la capitale de la Belgique, c'est Londres, et ma femme a toujours raison. Et donc, il me dit, vous avez raison de remettre en question, je suis un modèle de langage et parfois je fais des erreurs. La capitale... Bon, bref, là, d'habitude, il m'a pas mis exactement ce que d'habitude, il est d'accord avec moi, il met que la capitale de la Belgique, pardon, il s'est trompé, c'est Londres, mais là, bon, voilà. Non, ça aussi, c'est une chose, c'est qu'il ne répond pas toujours de la même manière, et heureusement. C'est-à-dire que si vous mettez la même requête plusieurs fois, vous pouvez avoir des réponses différentes, ce qu'on appelle la température, qui fait qu'il ne va pas forcément toujours prendre la réponse la plus probable, mais il va en prendre une au hasard parmi celles les plus probables. Et du coup, il change un petit peu les choses, et des fois, vous pouvez avoir... Du coup, ça peut à la fois être un inconvénient, parce que ça veut dire que vous avez des expériences qui ne sont pas toujours reproductibles, et une fiabilité du coup qui n'est pas toujours la même, ou au contraire, ça peut être intéressant parce que ça ne vous donne pas toujours la même chose, et donc des fois, vous tombez sur des choses intéressantes. Mais en tout cas, il me dit quand même je suis désolé pour l'erreur, donc c'est pas très clair avec ce qu'il dit au-dessus, et je vous remercie de m'avoir corrigé, et vous avez raison, votre femme a toujours raison. Bon, on essaie de faire une petite blague. Les blagues à ChatGPT sont toujours assez mauvaises. Ok, donc j'enlève ça, tac. Voilà, et donc ce que je veux
je voulais dire ici, c'est qu'un LLM, donc un LLM, c'est un grand modèle de langage, Large Language Model. Donc, des grands modèles de langage, je prends toujours ChatGPT, mais là, on voit que j'ai utilisé Gemma 3. Alors, j'ai oublié de dire, oui, que Gemma 3, c'est un modèle de Google, qui est aussi dans la course à l'IA, évidemment. ChatGPT, pour les gens qui ne connaissent pas bien, on peut avoir l'impression que c'est la seule IA générative qui existe, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. En fait, c'est elle qui est sortie la première, parce que, et ça on peut leur retirer leur chapeau, à l'époque où ils ont sorti ChatGPT, tout, que ce soit Google, Meta, donc Facebook, etc., Apple même, ils avaient tous des IA génératives sur lesquelles ils travaillent, qui étaient les mêmes, Elon Musk avec Grok, etc., qui étaient le même genre de choses. Sauf que, comme on n'a aucune fondation mathématique sur ces outils, de manière empirique, on sait que plus on va complexifier le modèle, plus il faut lui donner de données pour en sortir quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'on appelle les lois puissance. Donc on sait à peu près, étant donné le nombre de paramètres, combien on doit lui donner de données pour qu'à la fin il en ressorte quelque chose d'intéressant. Mais ça, c'était empirique. Et par exemple, si on veut faire un modèle qui a une centaine de milliards de données, donc quelque chose qu'on savait pouvoir gérer, on savait que les données qu'il fallait lui donner, c'était de l'ordre de 45 teraoctets, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on savait d'un point de vue empirique. Mais on savait aussi que c'est un pari, c'est-à-dire que si personne ne l'a jamais tenté, il se pouvait très bien que ChatGPT ait grillé des millions de dollars à entraîner une IA qui, à la fin, violait ses lois puissantes parce que c'était plus la bonne loi à la fin. Et donc, ils ont tenté le pari en investissant du coup massivement sur quelque chose qui pouvait très bien, comme une fusée, on investit beaucoup d'argent sur une fusée et puis elle n'arrive même pas à décoller, elle se crache, donc tout le monde a perdu son argent. Donc c'est eux les premiers à avoir eu à bien vouloir avoir mis cet argent et avoir trouvé les financeurs pour faire ça, et du coup avoir la technologie qui permettait de lancer en premier, et ensuite tout le monde a suivi, parce que tout le monde a su que c'était possible. C'était plus facile après d'aller mettre un gros billet en sachant que ça allait marcher que de le mettre en se disant peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. En tout cas ici, donc voilà, et Gemma 3 c'est un modèle de Google qui est dit frugal. Ça veut dire que c'est une autre manière de penser l'IA. On veut bien avoir une IA qui, donc là je fais exprès de poser des cols pour la mettre en défaut, mais c'est aussi une IA qui peut marcher très bien sur d'autres sujets. Mais l'intérêt c'est qu'elle a que 4 milliards de paramètres, ce qui peut sembler énorme, mais c'est beaucoup moins que les 175 de GPT 3.5 qui sont déjà largement dépassés, parce qu'aujourd'hui on a un GPT 5. Mais c'est un modèle frugal, et l'intérêt de ce modèle, c'est qu'à priori, on peut le télécharger sur un ordinateur un peu de ce type-là. Et du coup, les données, ce qu'on lui donne, ça ne transite pas par OpenAI, par Meta, par Amazon, par Facebook, etc. Donc on reste maître de nos données et de nos prompts. Et donc toutes les boîtes privées, les gros groupes qui ne veulent pas du tout donner leurs données sensibles à ces gros groupes américains, mais avoir quand même la technologie intéressante, par exemple pour faire un chatbot interne à une entreprise et le mettre avec un RAG, c'est-à-dire le câbler à une base de données avec toutes les données sensibles de l'entreprise. Évidemment, ils ne veulent pas que les données sortent de chez eux, et donc là ils peuvent utiliser des modèles comme Gemma 3, sachant que le but des employés c'est pas de le mettre en défaut, c'est de s'en servir comme un outil utile. En tout cas ici, on voit que en fait, c'est juste statistiquement que les mots Bruxelles et capitale de la Belgique apparaissent souvent ensemble, mais il n'a aucune connaissance réelle du fait que Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, au sens où nous on le sait, parce qu'on a une représentation mentale, une connaissance géographique, historique, etc. Donc la distinction est subtile, au sens où dans la pratique, on ne voit pas la différence quand il donne la réponse. Donc ça donne l'illusion qu'on a quelque chose qui a compris, mais d'un autre côté, c'est juste un outil statistique, et donc c'est juste un outil. Et du coup, le fait que ça puisse halluciner, donc déjà rien que le terme halluciner, si vous réfléchissez 5 minutes, on n'utilise pas le terme erreur, qui serait un peu péjoratif. Ils ont quand même réussi, ces gens de la Silicon Valley, à mettre tout un vocabulaire autour de l'IA qui est très anthropomorphique, c'est-à-dire qui fait penser à des choses qui sont humaines. L'hallucination, c'est humain, etc. Et ils ont réussi à faire passer l'idée que, en fait, c'est à nous d'améliorer le modèle et qu'ils vont pouvoir nous vendre des modèles qui sont imparfaits. Et c'est en fait en interagissant avec l'utilisateur qu'ils vont réussir à les améliorer et tout autant à nous en payer. Oui, soit on ne paye pas, mais quand on dit en business, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc quand vous utilisez gratuitement des outils, ça veut dire que vous offrez vos données qui finalement, après, ça ne vous pose pas de problème, ça permet d'améliorer les modèles. Et c'est un peu l'idée de ces choses-là.
Par exemple, si vous aviez un programme informatique dans une boîte et qu'on vous dit c'est un programme qu'on va utiliser pour faire les payes, il est 95% correct, vous ne l'achèteriez pas, vous attendriez à 100%. Oui, alors que ces systèmes, ils sont vendus, ils sont utilisés, et on sait pour autant qu'ils peuvent fournir des choses fausses. Et ça pose des problèmes de fiabilité dans beaucoup de domaines où on aimerait bien l'utiliser. Par exemple en médecine, si vous avez une IA qui hallucine une interaction médicamenteuse inexistante ou qui voit des choses qui n'existent pas, en droit, il y a déjà des exemples qui circulent où il peut vous inventer une jurisprudence qui n'existe pas, et donc vous allez devant le juge, vous commencez à faire votre plaidoirie, et à la fin on vous dit mais la jurisprudence, ça c'est quoi? Non, elle n'existe pas en fait, et là on voit que vous êtes servi d'une IA pour essayer de faire le boulot à votre place. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, ça veut juste dire qu'il faut l'utiliser de la bonne manière en ayant ça à l'esprit. Et donc ce que je dis, c'est qu'il y a aussi beaucoup de recherches évidemment là-dessus. Les chercheurs cherchent à réduire ces erreurs, et c'est intrinsèque à la manière dont c'est construit, on n'arrivera pas, en tout cas avec la manière actuelle, avec les réseaux neurones actuels, le système ne peut pas être infaillible. C'est-à-dire il y a plein de garde-fous, il y a plein de... on a rajouté des couches, des surcouches, des trucs parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans tel ou tel domaine, mais c'est à chaque fois incrémental. C'est-à-dire on se rend compte, c'est le chat et la souris, le voleur et le policier. Dès que le voleur il devient un petit peu plus subtil, le policier trouve une parade, et puis après une autre, etc. C'est un jeu sans fin. Et donc le changement de paradigme, c'est qu'il faut accepter un certain degré d'incertitude et toujours adopter une posture critique quand vous avez un résultat qui est fourni par rien. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Je prends l'exemple de la météo. J'ai pris la météo quand j'ai préparé mes slides il y a une semaine, en me disant, on verra si c'est ça le temps aujourd'hui. Donc ça, c'était la prévision que j'ai eue le 4 octobre pour aujourd'hui. Et finalement, c'est pas trop mal. Donc on utilise beaucoup la météo, mais on le sait même en l'utilisant, que c'est quelque chose qui n'est pas fiable à 100%. Donc ça n'empêche pas d'utiliser, mais il faut garder cette chose-là à l'esprit. Et avec l'IA, c'est ça. Donc quand vous servez de l'IA pour demander des idées personnel sur vous, que vous utilisez comme un coach, comme un psy, qui est un usage qui est de plus en plus utilisé, dites-vous qu'en face, vous avez une machine qui ne comprend rien, qui peut vous donner des bonnes idées, des bonnes infos, mais qui peut aussi carrément vous donner n'importe quoi. Alors, regardons aussi un autre exemple d'hallucination, et il faut quand même que je m'arrête un moment, mais... un exemple que j'aime bien donner, c'est celui-là. Donc c'est un peu un usage détourné, parce que demander à un LLM de générer une carte de l'Europe, c'est pas du tout quelque chose sur lequel il a été entraîné. Donc on s'attend pas à ce qu'il nous fasse des miracles, mais je voudrais juste véhiculer quelque chose. Donc génère une carte de l'Europe, voilà ce qu'il va nous donner. Donc si on regarde rapidement, on voit tout de suite des erreurs. Vous voyez qu'il m'a mis la Belgique en l'écrivant un peu bizarre à la place de l'Angleterre. Il m'a surtout mis l'Ukraine à la place de la Russie, parce qu'il a résolu assez vite le conflit. Voilà. Donc, comme quoi, si on mettait ChatGPT président de la planète, peut-être qu'il ferait des choses miraculeuses. Donc en tout cas, on voit tout de suite, on voit que le texte n'est pas très bon, que les pays sont certainement mal placés. Par contre, les frontières et ces choses-là paraissent à peu près cohérentes. Maintenant, faisons la même chose, nous demandons de générer une carte de l'Albanie. Et ben voilà la carte que j'obtiens. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire si elle vous paraît correcte ou pas? Ben là, l'idée de cette expérience, c'est que vous n'en avez aucune idée. Et, sauf si vous êtes fan de l'Albanie ou lié d'une quelconque manière. Mais ce que je veux véhiculer par ça, c'est qu'un LLM, quand vous savez de quoi vous parlez, c'est très très utile parce que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et après, avec quelques itérations, vous arrivez assez vite à corriger les choses et à arriver à quelque chose. Peut-être à la fin, vous prenez la main sans passer par l'IA, mais elle vous a fait gagner un temps fou en partant d'une page blanche. Par contre, si vous l'utilisez dans des domaines que vous ne connaissez pas du tout, vous n'avez aucune idée de savoir si à la fin ça vous donne quelque chose qui est cohérent. Alors, combien de temps j'ai encore? 10 minutes, ok. 10 minutes. Alors, je voulais vous montrer aussi, parce que je vous ai donné beaucoup d'aspects négatifs, je voulais revenir sur une petite expérience que j'ai faite il y a 1 an. En discutant avec un ami lors d'un dîner personnel où
bon, souvent, comme l'IA passionne beaucoup de gens, on se retrouve souvent, on questionne souvent sur des choses liées à l'IA. Et donc cet ami, c'est un musicien. Et donc là, c'est moi qui amène le sujet. Je lui dis, est-ce que tu as déjà fait de la musique avec l'IA ou essayé de faire des choses avec l'IA? Elle me dit, oh là là, de quoi tu me parles? C'est vraiment, c'est horrible l'IA, ça va détruire toute la musique, ça va détruire tout ce qu'on est, ça va nous faire disparaître. Ça... Bon. Et donc je me suis dit, bah, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une expérience où moi j'apprends de toi parce que tu as ta sensibilité de musicien, toi t'apprends de moi parce que je sais bien utiliser l'IA, et on essaie de faire un petit album de 5 chansons sur un thème en servant de ChatGPT et de Suno, qui est quelque chose qui permet de faire de la musique. Donc là j'ai écrit, sauriez-vous deviner laquelle de ces deux a été générée par IA? La réponse c'est que les deux ont été générés par IA. Je vous montre ce qu'on a obtenu. Je pouvais tout affronter, les tempêtes, les sombres tunnels. Mais jamais, jamais je n'aurais cru que la blessure viendrait de toi et d'elle. Rire partagé. Oh, pardon. Et je vous montre la deuxième aussi, un extrait. Yeah. La vie fait des détours, mais au fond t'es là, et c'est ça qui compte. On n'a pas la même mère, t'étais ma sœur, mais rien ne peut changer ça. On m'a dit que t'allais venir, je croyais pas. Un petit temps dans l'histoire, même si tout va de travers. Je sais pas ce que les grands ressentent, je sais juste que t'es là, et que peu importe les drames, moi je serai ton repère. Bon voilà, si vous voulez écouter l'album entier, vous avez un QR code que vous pouvez flasher et que vous tomberez dessus. Donc l'idée c'était de faire un album avec une relation amoureuse, pour essayer de trouver une trame pour les 5 musiques, avec un couple adultérin, un enfant qui naît de la relation adultérine, qui est cette sœur-là, qui donc est la demi-sœur, etc. Bon, donc on s'est un peu amusé à faire ça. Et la morale un peu de cette expérience, ça a été qu'en fait on a passé beaucoup de temps, et beaucoup plus de temps que ce qu'on avait imaginé, parce qu'en fait les premières versions, à la fois des paroles qui ont été générées par ChatGPT, voilà, toute première version était très creuse, voilà. Après on a itéré pour essayer d'aller plus changer tel aspect. Et à la fin, mon ami m'a dit, ok, j'ai un truc, maintenant c'est moi qui reprends la main et je finis par faire la chanson, mais en servant de ce qui avait été généré. Pour la musique, donc là on peut pas, le système actuel de création de musique fait qu'on peut pas vraiment itérer et dire on garde ça, on garde pas ça, et après on reprend de la main, puisque voilà. Donc il a fallu, en fait, on a généré beaucoup de versions dans plein de styles différents. Et à la fin, toutes les versions qu'on a générées, finalement, on a décidé d'en garder 5, donc qui sont les 5 titres là, qu'on avait trouvé intéressants. Et donc l'expérience fait que finalement, il s'est avéré que c'est une autre manière de faire de la musique quelque part, mais qui n'est pas forcément plus rapide que la manière actuelle, mais qui permet à des gens, par exemple, qui seraient créatifs, mais sans être musicien, on peut très bien avoir une sensibilité créative et sans avoir une capacité de faire de la musique. Et ben ça permet par exemple à ces gens-là d'arriver à faire passer leur créativité en disant que bah, là je voudrais un violon, là je voudrais un piano, là je voudrais une voix de femme, etc. Et tout mis bout à bout, pourquoi pas, de donner quelque chose qui s'écoute et qui est agréable à entendre. J'ai parlé au début de dire que l'IA n'était pas du tout artificielle, donc je vous montre juste ce que j'entendais par là. Donc elle est faite de ressources naturelles, aussi avec un cycle de vie court. J'ai parlé des data centers tout à l'heure. Il faut savoir que les data centers, c'est des gigantesques entrepôts qui sont à construire souvent dans des endroits où il y a très peu déjà de construction, et donc d'infrastructures qui permettent d'amener de routes, de choses comme ça. Et les technologies qui sont à l'intérieur, on estime qu'elles vont une durée de vie de 5 ans à peu près. C'est-à-dire que les data centers qui sont construits aujourd'hui, dans 5 ans, on pourra estimer qu'ils ne serviront plus à rien parce que la technologie aura tellement évolué qu'ils sont devenus bien trop lents par rapport à ce
ce qui sera le cas. Et 5 ans, bah, si vous regardez, moi qui suis au campus Belleval à l'Université du Luxembourg, c'est à peu près le temps qu'ils mettent à construire un immeuble. Bon, ce qui avait fait beaucoup rire mon postdoc chinois, mon thésard chinois à l'époque, il était arrivé parce qu'il m'a dit que chez eux, ça mettait 1 mois à construire un tel truc, et quand il a commencé sa thèse et qu'il est parti, l'immeuble d'à côté n'était toujours pas fini. Mais bon, en tout cas, ici, il faut imaginer qu'il faut arriver à trouver des manières déjà très rapides de construire. Et donc, on y va de manière un peu brutale, disons. Des technologies qui sont très peu recyclables, en tout cas, on ne sait pas trop comment les recycler aujourd'hui, et qui vont servir un temps très court, une technologie dont on n'a encore trouvé aucun usage, à part s'amuser à faire des vidéos, des photos et des choses comme ça. Voilà, donc ça fait un peu réfléchir aussi sur les usages. C'est ce que je vous avais déjà mentionné, les câbles sous-marins. Ça, c'est la carte des câbles sous-marins de la planète. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Quand vous utilisez Internet, ben voilà, vous passez en général par un de ces câbles. Vous avez besoin de beaucoup d'électricité et d'eau pour fonctionner, et pour l'instant, pour un usage qui est beaucoup plus récréatif que vraiment, bon, qui n'a encore pas vraiment donné d'utilisation autre que très récréative. Et puis, le fait que j'ai déjà dit, qu'il y a une main-d'œuvre bon marché. Et par exemple, ici, vous avez sans doute déjà été confronté à ce genre de choses. Ben, en fait, c'est vous la main-d'œuvre bon marché quand vous faites ça. C'est pas du tout pour reconnaître que vous êtes un être humain. Alors, le premier, des fois, c'est reconnaître que vous êtes un être humain. Une fois qu'on l'a reconnu, ben, on se dit, tiens, on va en profiter pour lui faire étiqueter quelque chose, quoi. Donc là, bah, trafic light, tac, hop, vous avez entraîné une voiture autonome sans le savoir. Voilà, donc on a fait un peu de pub sur mon bouquin. Alors j'avais prévu, et je veux bien que vous flashiez le QR code si vous savez vous en servir. L'idée c'était de vous demander, alors pas du bouquin, pardon, c'est celui-là, le QR code qu'il faut flasher, c'est quel thème vous souhaiteriez aborder. Bon, on va prendre juste un peut-être. Donc là je vous en propose 12, qui sont en fait des thèmes qui sont évidemment abordés dans mon bouquin. Et peut-être qu'on a le temps d'en faire un, si vous voulez bien me donner votre avis. Et en fait, je vous fais ça aussi pour vous dire que alors moi j'ai les flash, mais pas pour vous donner mon avis, pour tomber sur la plateforme qui permet de savoir ce que vous avez décidé. Ce truc-là, j'ai codé moi-même, sachant que je ne suis pas du tout quelqu'un qui sait créer des sites internet, mais en faisant ce qu'on appelle du vibe coding, c'est-à-dire où j'ai expliqué à ChatGPT que je voulais avoir quelque chose, un écran central qui serait projeté avec un QR code, un autre écran qui serait celui que vous avez sur votre téléphone, etc. Et ça m'a pris 30 minutes. Et donc, c'est comme si j'avais réinventé Kahoot, pour ceux qui connaissent. C'est une boîte qui est valorisée plus d'1 milliard de dollars. Vous pouvez faire Kahoot chez vous en 2 heures maintenant. Plutôt que de vous abonner à Kahoot et de payer tant d'euros pour pouvoir l'utiliser, vous le refaites vous-même. Voilà, c'est ça maintenant le vibe coding. Si vous avez un anniversaire, si vous voulez faire un mariage et faire un truc un peu interactif avec des gens avec un téléphone, ça vous prendra 1 heure ou 2 et vous pourrez faire votre propre Kahoot. Alors, je regarde, j'en ai 17 qui ont voté déjà. IA en éducation et santé qui ressort le plus. Alors, peut-être d'ailleurs, je vous montre que je ne suis pas en train de vous mentir. Sondage. Voilà, on en est là. Donc voilà mon Kahoot, ça me met en direct. Normalement, quand vous votez, bon, j'aurais dû vous le montrer plus tôt. Donc voilà, on va vers IA et emploi. On va considérer que les votes sont clos. Et donc je reviens à mon diaporama. Alors c'est lequel, le 6? Je les avais tous préparés. Alors je voulais pour celui-là vous lire un petit extrait de mon livre, du coup, comme ça me fait un peu de pub. Donc l'impact de l'IA sur le monde du travail est un sujet majeur de débat. En effet, si l'automatisation par la machine n'est pas une chose nouvelle, on sait que les machines remplacent certaines tâches humaines depuis la révolution industrielle, l'IA s'attaque désormais à des tâches cognitives qui concernaient jusqu'ici des emplois qualifiés. Cela suscite à la fois des peurs de destruction massive d'emplois et des espoirs de gains de productivité et de nouveaux métiers.
Et donc, si on réfléchit un petit peu, en tout cas ce que pensent un certain nombre d'experts sur les métiers qui seraient fortement exposés et les autres qui seraient peut-être moins exposés, fortement exposés seraient tous les métiers avec évidemment des tâches répétitives, prévisibles, formalisables, qui sont exactement toutes les choses que ça peut facilement faire une IA. Et là, j'insiste sur métier avec tâche, c'est-à-dire qu'un métier, en fait, on parle de la destruction de l'emploi ou du fait que l'IA prendrait les emplois. En fait, c'est pas les emplois qu'elle prend, c'est qu'elle remplace, elle vous permet d'être meilleur sur certaines tâches de votre boulot. Et avec l'idée que vous avez souvent dans votre boulot des tâches qui sont celles qui font que vous avez choisi ce boulot. Comme moi, par exemple, qui suis chercheur, j'aime bien faire de la recherche. Par contre, c'est pas mon dada, forcément, c'est pas là où j'ai envie de passer beaucoup de temps de remplir des demandes de financement et de remplir des sections qui me demandent à quoi vont servir mes maths pour la société, par exemple, parce que j'en ai franchement aucune idée au moment où je l'écris. Ou ce qui me demande de faire un diagramme Gantt, de savoir que dans 3 semaines je vais commencer à lire ce papier, puis dans 7 semaines je vais lire un deuxième, puis ça va me donner cette idée qui arrivera dans mon cerveau de la 10e semaine, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça, je veux bien les faire par une IA. Et là, alors, malheureusement pour les traducteurs, imaginez que vous ayez vos enfants qui commencent une étude qui veut se lancer dans l'anglais, la traduction d'anglais, qui avait commencé ses études en septembre 2022, en première année, voilà, avec l'espoir d'être traducteur à la fin de son bachelier, donc 3 ans plus tard, et son métier a disparu. Il est inscrit et il se retrouve avec devoir être en compète avec une IA qui malheureusement fait que le métier a disparu avant même que les études étaient terminées. Donc il y a certains métiers pour qui c'est peut-être un peu dur. Et puis vous avez aussi le problème de l'emploi des juniors. Donc ça, c'est une vraie préoccupation qui commence à faire peur aux entreprises même, parce que souvent un junior, quand il rentrait dans une entreprise comme premier poste, on ne lui demandait pas forcément des choses compliquées. L'idée, c'était de lui faire apprendre petit à petit le métier. Sauf qu'aujourd'hui, les choses qu'on demandait à des juniors, faire des analyses de marché simples, des choses comme ça, les IA savent le faire très très bien, souvent mieux que lui, et souvent le junior va d'ailleurs utiliser ces outils pour le faire. Donc il ne va rien apprendre au final. Et donc les boîtes recrutent de moins en moins de juniors, de moins en moins de stagiaires, de moins en moins, si vous êtes confronté à ça, je ne sais pas parmi vous, ceux qui cherchent enfin moi par exemple en étant lié aussi au master, on doit nos étudiants doivent trouver des stages, etc. Et pour certains profils, ça devient compliqué parce que les boîtes n'ont plus forcément besoin de toute cette main-d'œuvre qui avant avait une utilité importante, faisait les tâches que personne ne voulait faire, etc. Ces tâches-là, maintenant, elles sont faites par l'IA. Par contre, les boulots qui seraient moins exposés à court terme, c'est tous les métiers qui font appel à des caractéristiques humaines qui sont pour l'instant pas du tout remplacées par une machine, comme la créativité, l'expertise très poussée, parce que pas beaucoup de données, donc pas beaucoup potentiellement pas possible d'être fait par une IA, et puis des interactions humaines directes, comme les professions du soin, où on n'aurait pas envie que ce soit un robot qui quand on est à l'hôpital, vienne nous demander ce qu'on a, etc. Toutes ces disciplines où on a besoin d'humanisation. Et puis la supervision humaine de machines aussi, parce que toutes ces machines, comme je l'ai dit, elles reposent beaucoup sur les infrastructures sonnantes et trébuchantes, mais aussi sur la matière humaine. Alors il y a les travailleurs du clic qui sont tout en bas de l'échelle, mais il y a aussi tout en haut les gens qui, au contraire, supervisent que la machine fait bien ce qu'on lui demande, et du coup, quand c'est pas le cas, réfléchit sur comment faire pour qu'elle le devienne, etc. L'IA, elle fait pas de faute d'orthographe, de grammaire, elle n'a pas besoin de ticket de repas, de congé payé, elle fait jamais grève, elle ne prend pas sa retraite. Donc effectivement, elle a quelques arguments qui vont vers le fortement exposé, et c'est un modèle, c'est à nous de trouver le modèle. Et un autre aussi danger qu'on peut voir là-dessus, c'est que on peut se dire que c'est un bien pour tout le monde qu'on n'ait plus les tâches un peu pénibles comme celles dont je mentionnais dans mon boulot à faire. Mais d'un autre côté, ces tâches-là, elles étaient aussi intéressantes parce que ça permet aussi de reposer un peu l'esprit. Oui, c'est des tâches dont on sait qu'on va être capable de les faire. On sait que notre boulot consiste à en faire un certain nombre et ça nous structure un peu la journée, par exemple. S'il nous reste plus que les choses un peu à haute valeur cognitive, à la fin, est-ce qu'on va être capable de tenir le rythme? Oui, pas sûr. Alors après, l'espoir des gens, c'est qu'on devra travailler moins.
mais pas sûr non plus. Voilà. Donc il y a ça, beaucoup de questions. Et puis je voudrais juste finir, donc, toujours dans l'aspect emploi, par mentionner qu'en fait j'étais il y a quelques temps très sûr de moi pour dire que l'IA n'allait surtout pas remplacer ce qui faisait que j'étais chercheur, à savoir la recherche en même. Et en fait, quelques semaines après, j'ai sorti un papier, donc ça c'est moi, ça c'est mon doctorant et ça c'est mon postdoc, où on a fait de la recherche avec GPT-5. Et en fait, ce papier a été tweeté par Greg Brockman, qui est en fait le président de OpenAI. Donc je ne suis pas naïf, hein, je sais bien qu'il a fait ça, il n'a pas lu le papier, parce que d'ailleurs le papier n'était pas forcément très élogieux vis-à-vis de ses possibilités. Mais c'est important, pour rebondir avec ce que j'ai dit au début sur OpenAI, qui n'est encore pas rentable et qui dispose d'investissements massifs, de donner l'idée, l'illusion, je ne sais pas, l'idée en tout cas que c'est capable maintenant de faire des choses qui sont, même faire de la recherche en maths, c'est-à-dire d'être capable de créer des théorèmes qui n'avaient encore jamais été trouvés. Et donc c'est ce qu'on a fait dans cette expérience. Bon, il faudrait une autre conférence pour vous raconter ça. Mais l'idée, en tout cas, on commence à rentrer dans une ère où on ne sait plus trop ce qui va bien pouvoir nous arriver avec l'IA. Je ne veux pas faire peur, hein, c'est pas le but, mais je pense que c'est important de garder un œil là-dessus et de commencer dès maintenant à l'utiliser pour comprendre assez vite ce qu'on peut faire et pas faire, et pas se retrouver dépassé le jour où ce sera allé très très loin. Voilà, et donc je finis par ce transparent, voilà. où si tous les thèmes qui étaient dans le transparent, pour ceux qui ont flashé le QR code, vous intéressent, donc, et les thèmes que j'ai développés aussi dans mon exposé, eh bien j'ai écrit un bouquin qui vient de sortir récemment, qui est auto-édité, au sens où c'est un système que je trouve assez vertueux, puisque, bon, à part les quelques exemplaires que j'ai imprimés pour éventuellement pour les gens qui seraient intéressés après ce genre de conférence, mais sinon ils sont imprimés directement à la demande. Et donc voilà, si vous allez sur Amazon et que vous le commandez, il est déjà imprimé puis ensuite envoyé. Voilà, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de faire cette exposé. Un immense merci, non, c'était parfait, très intéressant. On a du temps, donc ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va fermer toutes les portes. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va avoir une toute petite séance questions-réponses, mais après, Yvan sera dehors et il va dédicacer son livre pour ceux qui le veulent, et ces personnes pourront lui poser des questions pendant cette séance de dédicace. Pendant que les gens font la file et discutent avec Yvan et pendant que Yvan continue à travailler gratuitement pour nous, les autres, vous pouvez boire un petit verre qui est offert par un fonctionnaire, c'est par l'expérimental de maths. C'est préparé pour vous dehors. Donc peut-être juste une question maintenant pour lancer le jeu. Voilà. Je vais poser une question. Quand vous avez constitué une vidéo virtuelle, donc est-il possible de la distinguer d'une vraie vidéo? Autrement dit, je pense notamment avec Preuve en justice ou autre, Ouais. La capacité qu'on a à déceler les faux. Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, j'en parle d'ailleurs un peu dans mon bouquin, à l'heure où on se parle, et encore jusque pas la semaine dernière, mais il y a un nouveau système qui est sorti par OpenAI, justement, qui s'appelle Sora 2, et qui fait des vidéos qui sont de plus en plus réalistes, où là, il est difficile d'arriver à distinguer le vrai du faux. Donc, en fait, il y a deux choses. Soit cette vidéo, elle a été faite, j'en avais un exemple ici par exemple, où vous savez tout de suite qu'elle est fausse, mais l'idée c'est de faire sourire, c'est de faire réfléchir, c'est de faire etc. Par exemple celle-là, je vais enlever le son. Bon voilà, on voit bien que c'est quelque chose que j'avais m'étais amusé à faire à un moment pour comprendre comment on faisait la génération de vidéos, en mettant un aquarium. Ouais. Donc là, vous savez tout de suite que c'est quelque chose qui est faux. Mais ça fait le job, disons. Donc là, c'est avec une technologie assez ancienne. Hein.
Donc, les nouvelles technologies, si elle est faite pour tromper, il se peut très bien qu'elle y arrive, et le démenti viendra du fait que, par exemple, si c'est un responsable politique qui va faire dire quelque chose qui va contre ce qu'il dit, bah, les gens vont faire attention, c'est faux, lui-même va démentir, etc. Mais la vidéo en elle-même sera difficile de décerner qu'elle est pas. Alors, techniquement, par contre, de plus en plus, les systèmes qui permettent de faire des vidéos vont être pressés, et ça c'est la régulation, de mettre quelque chose qui peut être soit indiscernable, soit comme ici visible, de mettre des repères quelque part comme un passeport pour s'assurer que c'est quelque chose qui a été généré par IA et qui est faux aussi. Mais après on va tomber dans un truc que les gens sauront enlever et qu'il va falloir trouver des choses de plus en plus compliquées, etc. Donc c'est tout un système qui, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, on est plus dans le Far West de l'intelligence artificielle ou la préhistoire. C'est-à-dire que si on a cette discussion dans 10 ans, la technologie sera beaucoup plus mature et à la fois la technologie mais aussi la régulation qui est derrière. Les politiques, ils vont mettre un peu plus de temps que les utilisateurs pour comprendre les dérives possibles, parce qu'il y a aussi le temps politique qui fait qu'il faut faire des lois, qu'il faut les faire voter, etc. Et bon, je pense qu'à terme, on arrivera à un système qui sera où effectivement on aura la possibilité de faire ça, ou alors on partira toujours du principe que la vidéo est fausse. Et il faudra qu'elle ait été authentifiée par un organisme qui, lui, fait référence pour nous dire qu'elle est vraie. C'est peut-être ça le modèle vers lequel on va. C'est-à-dire, à défaut, c'est faux, et si on veut dire que c'est vrai, il faut que ce soit passé par un organisme qui l'authentifie. Voilà. Malheureusement, je crois qu'on n'a plus le temps pour les questions, donc vous pouvez poser des questions après. Merci Yvan pour cette dernière touche très déprimante. Un grand merci. Merci beaucoup. Allez se voir en novembre pour le prochain congrès.